Bonjour chers camarades, au nom de la dynamique unitaire panafricaine, je salue les organisateurs de cette réunion de la plateforme mondiale anti-impérialiste à Athènes, où nous avons marché hier pour le 50e anniversaire du soulèvement étudiant contre la dictature. Thomas Sankara disait que quand les peuples se lèvent, l'impérialisme tremble. Et je pense que hier, nous avons fait trembler l'impérialisme. La déclaration de souveraineté des peuples de la dynamique unitaire panafricaine. À l'échelle de l'histoire de l'humanité, le passage du colonialisme au néocolonialisme apparaît comme un progrès pour la plupart des pays africains ayant accédé à l'indépendance. Sous la pression des luttes populaires, les colonisateurs ont dû renoncer à leur contrôle direct ou indirect sur les peuples colonisés et concéder une indépendance formelle. De nombreuses colonies ont ainsi accédé à la souveraineté internationale, même si, avant de partir physiquement, les colonisateurs ont mis en place des mécanismes, le pacte colonial, la France-Afrique pour la France et le Commonwealth pour la couronne britannique, qui leur ont permis de poursuivre leur politique de pillage et de domination par l'intermédiaire d'agents locaux à leur service. Il convient de rappeler ici le rôle et la fonction néfaste de l'impérialisme sur notre continent. Une présence militaire quasi permanente, la perpétuation d'un pillage permanent de l'Afrique lié à la nature du système capitaliste qui est d'augmenter sans cesse ses profits. Il est également important de souligner que nous, progressistes panafricains, devons nous doter d'organisations de base avec des programmes politiques à la hauteur des enjeux et incarnant les intérêts et les aspirations profondes des peuples en rupture avec le modèle économique et social dominant. Compte tenu de la nature de cette réunion, une conférence anti-impérialiste, nous voulions le dire haut et fort. À bas l'impérialisme. L'impérialisme a également mis en place des outils de domination et des moyens de pression qui dictent encore aujourd'hui la conduite de nombreux États formellement souverains, le FMI et la Banque mondiale pour n'en citer que quelques-uns. Cette évolution a conféré aux anciennes colonies des droits inscrits dans les institutions internationales. L'origine de ces droits remonte à la Révolution française de 1789, avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, précisée par la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies en 1948 et complétée par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de l'OUA, aujourd'hui Union africaine, en juin 1981. Ces textes reconnaissent à tous les pays ayant accédé à la souveraineté internationale, petits ou grands, faibles ou puissants, développés ou arriérés, des droits dont la défense incombe aux citoyens de chaque pays. Sur les droits de l'homme, il ne peut y avoir de souveraineté des peuples sans respect des droits de l'homme, car ce sont les hommes libres qui font vivre et défendent la souveraineté des peuples. Ces droits sont inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui concerne essentiellement les droits de la personne humaine, des individus. Il s'agit notamment de la liberté de pensée, d'expression, d'opinion, d'association, de religion et de réunion, du droit à la santé, à l'éducation, à la vie et au travail, du droit de participer à la conduite des affaires publiques de son pays, en bref, de tout ce qui contribue à l'épanouissement de chaque être humain. La lutte pour la défense des droits de l'homme est un combat quotidien et permanent, car les gouvernements de tous les pays ont généralement tendance à les restreindre, voire à les abolir. Les droits des peuples, c'est surtout la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui, tout en reprenant les droits de la personne humaine, spécifie plus clairement les droits des peuples, notamment dans les articles 19 et 20 qui stipulent, article 19, tous les peuples sont égaux, ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d'un peuple sur un autre. Article 20, alinéa 1, tous les peuples ont le droit d'exister, tous les peuples ont un droit incontestable et inaliénable à l'autodétermination. Ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent leur développement économique et social selon les voies qu'ils ont librement choisies. Alinéa 2, les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination par tous les moyens reconnus par la communauté internationale. Telle est la base juridique théorique offerte aux citoyens des pays colonisés, néocolonisés ou opprimés pour lutter pour la reconnaissance et le respect des droits de leur peuple à la dignité et à la souveraineté. Sans ces luttes, ces droits théoriques reconnus n'auront jamais d'existence réelle.
Les citoyens qui s'engagent dans ces luttes seront reconnus comme des démocrates et des patriotes conséquents. Les droits des peuples reposent essentiellement sur le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures de chaque pays et sur le droit inaliénable à l'autodétermination. Lutter pour le droit de choisir librement ses dirigeants, de voter et d'être éligible à la gouvernance de son pays, c'est défendre la souveraineté politique et civique de son peuple ou des nationalités de son pays. Lutter pour une monnaie nationale ou pour orienter la politique économique de son pays de manière à satisfaire prioritairement les besoins fondamentaux de ses concitoyens contre les prédateurs et les intérêts étrangers, c'est défendre la souveraineté monétaire et économique de son peuple. Lutter pour l'éducation dans nos langues maternelles et la préservation des valeurs positives de nos traditions contre l'imposition de langues et de cultures étrangères, c'est défendre la souveraineté linguistique et culturelle des peuples et des nationalités de son pays. À bas l'impérialisme, à bas le capitalisme, à bas le néocolonialisme, limite et obstacle à la souveraineté des peuples. La jouissance des libertés individuelles et l'affirmation de la souveraineté ne sont jamais absolues. De même que les individus sont amenés à s'imposer des limites pour préserver la cohésion sociale, de même les États, pour des raisons d'efficacité économique, de sécurité régionale et de coexistence pacifique, peuvent accepter de déléguer leur souveraineté, monnaie commune, marchés régionaux communs par exemple. Par leur comportement, les puissances impérialistes apparaissent comme les principaux ennemis et comme un obstacle à la souveraineté des peuples. Derrière la proclamation de beaux principes éthiques universellement acceptés, ces puissances pratiquent la loi du plus fort pour imposer la prévalence de leurs intérêts sur ceux des plus faibles. Elles bafouent allègrement le principe de non-ingérence et le droit à l'autodétermination et violent régulièrement la souveraineté des peuples par l'agression, l'intervention militaire, l'installation de bases militaires, les manœuvres de déstabilisation, l'organisation de coups d'État, l'imposition de dirigeants à leur service pour défendre leurs intérêts égoïstes. Le comportement des gouvernements français en est une illustration éloquente. Ils peuvent menacer de retirer leurs forces d'occupation, Barkhane, du Mali, et vouloir empêcher les autorités maliennes de chercher d'autres alliances pour défendre leur pays, afin de se rendre indispensables et de poursuivre leur chantage. Ils volent au secours de leur agent évincé, Bazoum, pour exiger sa libération immédiate et imposer l'organisation d'élections inclusives dans un délai très court. Leur objectif est de profiter des réseaux encore en place pour ramener leurs agents au pouvoir et leur assurer l'impunité pour les crimes qu'ils ont commis contre leur propre peuple. Ces manœuvres et les menaces de sanctions des impérialistes varient en fonction du niveau de contrôle qu'ils exercent sur les putschistes, comme le montrent les différences observées dans les cas du Mali, du Tchad, de la Guinée et du Burkina Faso. Les piètres performances des organisations régionales, CEDEAO, Union africaine et autres, montrent qu'elles ne sont que des porteurs d'eau au service des puissances extérieures. Les mêmes autorités françaises savent utiliser les normes de principe qu'elles ne respectent pas pour les autres pour protester et dénoncer le comportement des forces extérieures lorsque leurs intérêts et leur honneur ou leurs soi-disant valeurs sont en jeu. Ainsi, l'intervention d'hommes politiques italiens aux côtés de leurs alliés français pour dénoncer la politique du gouvernement a été considérée comme une ingérence intolérable dans les affaires intérieures françaises et a conduit à une crise diplomatique avec le rappel de l'ambassadeur de France en Italie. Les gouvernements des autres puissances impérialistes, et notamment ceux des États-Unis d'Amérique, sont également identiques, comme l'illustrent plusieurs de leurs interventions politiques et militaires dans le monde. En ce qui concerne les pays africains francophones au sud du Sahara en général, le Bénin en particulier, les accords post-coloniaux montrent que la France constitue un grand danger pour l'intégrité de ces pays et un véritable obstacle à leur développement depuis plus de 60 ans, au détriment des principes de la Charte des Nations Unies. Ce qui précède montre qu'il y a un grand décalage entre la proclamation de beaux principes de souveraineté des peuples soutenus par une éthique moderne et leur application concrète. Mais leur existence théorique est déjà un progrès. Seule la lutte des peuples et la détermination des patriotes à mener ces combats peuvent en faire une réalité pour l'émancipation et le bonheur du peuple des mondes. Camarades, la lutte continue, la victoire est certaine, l'union fait la force, à bas l'impérialisme, à bas le néocolonialisme.